dire et d'imprimer ce que nous pensons est le droit de tout homme libre dont on ne saurait le priver sans exercer la tyrannie la plus odieuse. Plus vous prétendez comprimer la presse, plus l'explosion sera forte. Il faut donc vous résoudre à vivre avec elle. Vous imaginez-vous un Niger sans presse, sans liberté de presse? Ce Niger serait plongé dans une telle obscurité. Alors, soutenons les journalistes. Soyons militants de la liberté de la presse. Alors, soutenons la liberté de la presse. C'est la base de toutes les autres libertés. Et c'est par là qu'on s'éclaire mutuellement. Dimanche 20 octobre et sur la télévision Labari, merci d'être au rendez-vous du journal dont en voici le sommaire. L'interpellation à l'Assemblée nationale du ministre de l'Intérieur hier samedi 19 octobre, encore au devant de l'actualité. Une interpellation synonyme de baptême de feu pour le deuxième gouvernement de la 7e République et première montée sur scène du tout nouveau ministre de la Communication chargé des relations avec les institutions. Nous nous attardons ce soir sur ses premiers pas. Dimanche sanglant en Syrie où un attentat a fait 31 morts et des dizaines de blessés à Hama dans le centre du pays. Voilà pour les titres. Bonsoir, merci et bienvenue à vous. Interpellation, dis-je, hier samedi du ministre de l'Intérieur sur l'affaire Dogari. C'est un baptême de feu pour le deuxième gouvernement de la 7e République et les premiers pas du tout nouveau ministre de la Communication chargé des relations avec les institutions que nous avons observés et scrutés à la loupe. Les premiers pas figés par l'œil de notre caméra et notre reporter Issa Hamidou Meyaki. Voyons cela. À l'occasion de cette cérémonie d'interpellation du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, circonstance était également donnée du coup au ministre de la Communication de connaître et de célébrer son formidable baptême de feu. Et comme ce tout nouvel élève qui a de prendre le chemin de l'école pour le premier jour de sa rentrée scolaire, on a également constaté le même réflexe identique quasiment du côté de notre ministre de la Communication, lui aussi qui a faim de faire ses premières armes. Mais ça ne se passe pas de manière désinvolte et euphorique comme pour le cas de l'école, car ici à l'Assemblée nationale, il y a une police de débat qui montre la voie à suivre. Une minute. Et, monsieur le ministre, une minute. Respectons notre procédure. Mais à tout point de vue, le ministre de la Communication, également commissaire permanent du gouvernement auprès de cette auguste Assemblée nationale, a peut-être bien raison de vite vouloir prendre la parole, de vite s'empresser de s'inviter au micro. Le message pourrait être capital et même déterminant. En tout cas, le ministre doit bien avoir quelque chose d'important à dire en direction des députés. Cette séance sera retransmise en direct sur la télévision et la radio nationale, comme nous le demande le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Alors, juste pour vous inviter, dans les différentes interventions qui vont suivre, d'avoir constamment à l'esprit cet état de fait,
que nous serons vus, nous serons regardés, nous serons écoutés par les près de 17 millions de Nigériens et d'autres millions également à l'extérieur du Niger. Cette prestation du ministre de la Communication est-elle imprudente? Est-elle maladroite? Ou est-elle tout simplement mal appropriée? Je demande l'invité à lire le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et qu'il ne peut pas s'agir, n'est-ce pas, de limiter ou d'orienter les propos qu'un député va tenir. Le président de l'Assemblée nationale a la haute main sur les débats au niveau de l'hémicycle. Il connaît les règles du jeu. Il sait à quel moment autoriser la parole, il sait à quel moment la retirer lorsqu'il estime qu'un député est en train de quitter le champ démocratique du débat. Une chose est sûre, le président de l'Assemblée nationale, qui ne demande pas meilleure occasion, profite de cette inadvertance, cette désinvolture, pour administrer une leçon d'initiation sur le principe basique même du fonctionnement de son institution. Le rôle des interpellations et des questions orales consiste non seulement à contrôler l'action gouvernementale, mais indirectement également à créer les conditions de la pédagogie démocratique dont notre peuple a besoin pour bien comprendre le système de fonctionnement de notre administration et de l'État en général. Donc notre rôle est également de participer à travers ces questions à la sensibilisation des populations, mais aussi des gouvernants. Parce que soient les administrés, que soient les gouvernants, nous sommes tous tenus d'inscrire nos actions dans le cadre des lois et règlements de la République. Et les questions orales, les interpellations, les questions d'actualité ont pour vocation de désamorcer les crises, d'apporter plus d'éclairage et de compréhension au niveau des populations et de permettre aussi au gouvernement de savoir que dans l'exercice du pouvoir, il y a des limites dans lesquelles il faut rester. Donc il ne s'agit pas ici de créer une polémique ou un déchirement. Il s'agit de faire jouer à l'Assemblée nationale son rôle, uniquement son rôle. On se comprend. Dans le fond, quoi qu'on dise ou quoi qu'on pense, le ministre de la Communication, qui a son premier contact du genre, donc à ses débuts, n'a pas fait mal de porter cette préoccupation, son inquiétude à l'égard des parlementaires, du moment où, sans nul doute, cela a permis de tempérer l'ardeur partisane à outrance et à l'emporte-pièce. Il n'a été dénombré de bout en bout qu'un seul cas isolé des plus regrettables. Le ministre de la Communication a, dans ce cas de figure, été bien prévenant, bien prévoyant, ce qui relève, bien entendu, d'une certaine qualité humaine exemplaire, empreinte d'une certaine touche professionnelle particulière. C'est tout à son honneur, Issa Hamidou Meyaki, le développement de la structure locale d'escrime au Niger. Nous sommes là en sport, à l'ordre du jour d'un stage international ouvert ce matin au stade général Séni Kounchi. Et de ce 20 octobre au 1er novembre prochain, les participants vont s'armer de voies et moyens pour amorcer le développement de la structure locale. Memouna Daouda et Halidou Bourema pour les détails. Ce stage international de développement de la structure locale d'escrime au Niger, qu'organise la Fédération nigérienne d'escrime en collaboration avec la Solidarité olympique et le Comité olympique national et sportif du Niger (COSNI), vise à faire la promotion de l'escrime, un sport inconnu par bon nombre de Nigériens. Le terme escrime est issu de l'ancien français escrimier, lui-même dérivé du francique scrimjan, signifiant défendre, protéger. Ce détour étymologique nous permet de prendre conscience que l'escrime est un art de défense et plus spécifiquement l'art de se défendre avec une arme blanche. Que l'on considère l'escrime comme un art d'agrément ou une science des armes, un moyen d'éducation ou un sport, ce qui ressort de son étude est sa richesse. Donc les objectifs visés et le résultat escompté à l'issue du stage sont de multiplier le nombre de clubs d'escrime au Niger, d'accroître le nombre de maîtres d'armes et former les initiateurs pour animer les clubs des régions,
former des officiels techniques, arbitres nationaux, continentaux et internationaux. Pour une bonne et parfaite réussite de ce stage, un expert international est mis à la disposition de ces stagiaires. Un expert qui promet de tout mettre en œuvre pour la bonne marche de ce stage. L'escrime au Niger se développe et j'aimerais qu'à l'issue de ce stage, le Niger soit encore grandi dans le domaine escrime. Donc pour moi, venir ici au Niger, c'est vraiment un grand défi. Et j'espère avec la contribution de tous, des maîtres d'armes ici présents et à la collaboration aussi, où le système, les dispositions qui sont mises en place, à l'issue du stage, on aura les résultats escomptés. Le représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports, quant à lui, a donné des sages conseils aux stagiaires. Je voudrais m'adresser particulièrement aux stagiaires pour leur dire que les efforts que le comité olympique, la Fédération nigérienne d'escrime, la solidarité olympique sont en train de développer pour que cette formation ait lieu, c'est pour qu'il y ait un retour sur investissement. Une fois le stage terminé, les objectifs qui ont été assignés à ce stage, l'expert l'a dit tout à l'heure, c'est de faire en sorte que, de retour dans vos localités respectives, que vous puissiez faire la promotion du scrim. Ce stage international de développement de la structure locale d'escrime se tiendra du 20 octobre au 10 novembre et plusieurs activités sont prévues au cours de cette session. Un monde sportif nigérien hélas en deuil avec le décès hier de François Parisot Hashimou, président d'honneur de la Fédération nigérienne des sports équestres. Grand passionné des chevaux, connaisseur aguerri de la race chevaline, Feu Hashimou a été inhumé ce matin au cimetière musulman de Yantala. Voyons cela. Grand homme du cheval nigérien, François Parisot Hashimou nous a quittés ce 19 octobre 2013 à la suite d'une longue maladie. Ils étaient nombreux, parents, amis, connaissances à l'accompagner ce dimanche à sa dernière demeure au cimetière musulman de Yantala. Âgé de 81 ans, Feu François Parisot Hashimou était un douanier à la retraite. Il a été un ancien militaire de l'armée française. Après l'armée française, il a été parmi les premiers douaniers au Niger. Il a servi au Niger pendant plus de 40 ans sous le drapeau de la douane. Et comme vous voyez, la mort est ce qu'elle est. Donc, on ne peut que remercier Dieu. Ainsi va la vie. Nous avons en tout cas perdu un papa qui est un papa très rassembleur. Gentil, jovial, Feu François Parisot Hashimou, un des doyens des sports équestres au Niger, a laissé un grand vide dans l'ensemble de la famille des éleveurs et passionnés de l'équitation. Il était d'ailleurs président d'honneur de la Fédération nigérienne des sports équestres et propriétaire des écuries de chevaux à Niamey. Nous avons perdu d'abord en la personne de Alhaji François Parisot, un père, et au niveau de la Fédération des sports équestres, un guide et un des plus grands éleveurs que notre pays ait connu. Depuis les années 70 précisément, il a élevé des chevaux, il a guidé beaucoup d'éleveurs, il en a inspiré plus d'un, il a couru partout au Niger et au Nigeria. C'est quelqu'un d'éminemment connu et c'est une très grande perte pour tout le pays. C'est de la douleur que j'ai, c'est de la peine. Je ne sais même pas comment qualifier ça. J'ai perdu un grand frère, j'ai perdu un ami. Le papa François est un homme exceptionnel. On vient de perdre un monument, un rassembleur, un homme affable qui a su donner un exemple dans l'évolution de ce monde. Il a pu se battre d'abord en tant que fonctionnaire, en tant que retraité. Organisé, il a pu créer des industries qui ont permis aujourd'hui à beaucoup de personnes, au-delà de ses enfants, de connaître, n'est-ce pas, le bien-être, d'avoir leur bien en élan de floraison. Et comme vous le savez, personne ne se dirige vers le papa François et qu'il ne soit pas conseillé, appuyé, soutenu. Je parle un vieux sage, vraiment. Un vieux sage. Tout ce que j'ai à dire, vraiment, je n'ai pas de mots. C'est notre bibliothèque qui est partie. Vraiment. De Dieu nous venons, à lui nous retournons. Feu François Parisot Hashimou s'en va, une
figure à immortaliser à l'hippodrome de Niamey. Que son âme repose en paix. Amen. Nous sommes de cœur avec vous et que Dieu ait son âme à pitié. Amen. Sur le tronçon routier Niamey-Tillabéri, à la lisière de la ville de Niamey, précisément au quartier Koubia, les accidents de la route les plus souvent mortels se font de plus en plus fréquents. Exaspérés, les habitants du quartier crient leur colère et exigent la réalisation des ouvrages à même de forcer les conducteurs indélicats et férus de la vitesse à rouler moins vite. Michel Djedji nous y amène. La route de Tillabéri ne fait plus la joie des habitants des quartiers Sonissi et Koubia. C'est en effet pratiquement chaque jour que Dieu fait que l'on y enregistre des accidents parfois mortels. De la cour d'appel jusqu'à l'ancien poste de police de Koubia, les populations concernées ont longtemps exigé des autorités municipales que des cassis leur soient construits afin de limiter les dégâts face à l'excès de vitesse de certains conducteurs. On a l'habitude de construire des cassis, c'était, je crois, en 2002-2003, je crois. Mais malheureusement, le même État, la même mairie, la même communauté urbaine les a enlevés en une heure de temps. Sans au préalable nous demander ou nous dire les motifs pour lesquels ils vont les enlever. Mais cette fois-ci, on a décidé parce qu'on ne peut pas laisser à chaque instant cogner quelqu'un et le tuer. Ça, on a décidé. C'est ici, au niveau de l'ancien poste de police de Koubia, que ces accidents sont beaucoup plus fréquents à cause de la présence d'un marché aux abords de la route dont l'affluence nécessite un ralentissement de la part des conducteurs d'engins. On ne peut même pas compter le nombre de décès sur cette voie. Ne serait-ce que le week-end passé, il y a eu à l'intervalle de 2 heures de temps 2 accidents qui ont malheureusement occasionné la perte de 3 personnes. Une mère et son enfant, subitement sur le coup. Et auparavant, il y avait eu un enfant qui a été percuté par un véhicule. Suite à ces 3 accidents, à ces 3 morts, on a décidé, depuis lorsqu'on était au cimetière, qu'une fois arrivé au village, on va en décider quelque chose. Les gens ont décidé maintenant, avec l'aide de la population, ils ont pu acheter quelques voyages de latérite avec lesquels ils ont pu confectionner ces deux cassus. Les riverains de Koubia, quant à eux, ne cessent de lancer des cris de cœur afin que des cassis plus modernes leur soient construits par les autorités dans le souci de remédier à ce problème face auquel ils restent toujours impuissants. Depuis un certain temps, on a eu à faire des démarches plus d'une fois. On ne peut même pas compter le nombre de fois qu'on a écrit à l'État, à la mairie, au ministère, pour qu'ils nous confectionnent ou bien pour qu'ils nous construisent des cassus, afin de freiner la vitesse. C'est un quartier qui a beaucoup de population. Il y a beaucoup d'enfants qui sortent à chaque fois sur les voies, que les parents n'arrivent pas à surveiller ça. Donc, il vaut mieux faire les cassis. C'est à la mairie même de prendre leur propre disposition même. C'est pas la population de faire regarde le cassis là, c'est pas un bon cassis. Nous ça va nous gâter nos voitures pour rien. Si certains automobilistes comprennent cette attitude de la population de Koubia, la mairie du 1er arrondissement de la ville de Niamey aurait déjà exprimé son scepticisme face à cette situation qu'elle pourrait qualifier. Retour au pays, une actualité bien chargée ces derniers temps et la presse qui en fait son chou gras. Pour la décrypter et l'analyser davantage, une équipe de la rédaction de la radio-télévision Labari s'est entretenue avec Inoussa Saouna, acteur de la société civile. Et c'est la partie magazine de ce journal. Bonne réception et excellente fin de journée dominicale en notre compagnie. Au revoir. C'est une coalition qui
se donnait comme objectif la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance. Mais également, c'est des organisations de la société civile, comme vous le savez, ayant appartenu à la CFDR, et eux donc participé à la lutte à l'époque contre Tazate, mais au-delà, qui ont apporté tout leur soutien au président de la République quand, à son temps, dans un contexte politique qu'on a aujourd'hui, qui apparaît un peu bouillant pour certains, mais moi je pense que c'est dans l'ordre normal des choses, de soutenir le président de la République par rapport à toutes les actions de développement en cours dans notre pays, de le soutenir et le gouvernement par rapport à l'initiative de réviser les contrats miniers afin de tenir compte à mieux des intérêts du peuple nigérien, mais également d'encourager à aller davantage dans la lutte contre la corruption, l'assainissement et tous les autres, en tout cas, travers qui entravent notre pays. En substance, c'est ça. Maintenant, le pourquoi, je vous ai dit que c'est d'abord des organisations et des structures pour la majorité qui ont appartenu à la CFDR, mais il y a eu d'autres forces qui ont décidé aussi de participer à cette déclaration et bien entendu bientôt cette coalition va se structurer et on va vraiment se mettre dans le travail de la société civile qui est donc d'être complémentaire aux actions gouvernementales et de critiquer quand il le faut, quand il y a des actions qu'on juge qui n'est pas en adéquation avec l'intérêt du Niger. J'avoue tout, c'est des gens, avec le respect que j'ai pour eux, qui pensent comme ça, je ne les connais pas. Ils sont peut-être ignorants de c'est quoi la société civile. La société civile, ce ne sont pas des personnes. La société civile, c'est vous et moi, c'est tout le monde. Et ce n'est pas une profession. Ce n'est pas un métier. C'est toutes ces organisations qui travaillent à l'intérieur du pays. Et Dieu seul sait qu'aujourd'hui, j'en sais beaucoup, qui travaillent au quotidien auprès des populations, qui remplacent l'État dans l'espace laissé, parce que notre pays est très grand. Mais aussi la société civile, c'est tous les hommes des médias et autres intellectuels qui prennent position par rapport aux questions nationales et même internationales. Et depuis, toujours ça a été comme ça. Maintenant, me dire que la société civile n'existe pas, elle n'existe pas parce que bon, on ne fait plus de marches, on ne fait plus de meetings, non, ce n'est pas ça notre vocation. Quand ça va être nécessaire d'organiser des meetings, des marches, on le fera. Et pour le moment, on va marcher et faire des meetings par rapport à quoi? Mais nous continuons à faire notre travail d'interpellation des pouvoirs publics sur les questions nationales, l'éducation, la santé, l'accès à l'eau, comme je viens de parler, donc la question de la transparence dans les industries extractives, etc. Et vous voyez toutes ces grandes organisations qui existent sur le terrain. C'est vrai, des gens comme moi ont des responsabilités qui nous empêchent d'être régulièrement sur le terrain. Mais chaque fois qu'on a l'occasion, on n'hésite pas, c'est le cas maintenant, que je vous accorde cette interview. Je l'ai fait en tant qu'acteur de la société civile, pas en tant que préfet. Ça veut dire que mes camarades aussi, chacun, en fonction de sa vision, de son opinion, il se prononce régulièrement. Donc la société civile existe bel et bien, et chacun fait son travail. Mais bien sûr, non, moi je pense que et ce sont des contrats, n'est-ce pas? Moi, je ne suis pas spécialiste en la matière, mais je suis sûr que si le président de la République et le gouvernement ont pris une telle initiative, c'est pour tenir compte de l'intérêt du Niger. Et donc, moi, j'ai la ferme conviction que le Niger est un pays souverain, un pays démocratique. Nous avons toute la souveraineté de négocier avec quiconque, même un État, à plus forte raison une société. Mais je pense que
Ce sont des questions à enjeu, surtout à un jeu sur le plan même international. C'est pourquoi je pense qu'il est nécessaire pour ça que tous les citoyens, tous les Nigériens apportent leur soutien au président de la République pour pouvoir faire aboutir cette révision-là, pour faire en sorte que l'intérêt du Niger soit davantage, en tout cas, renforcé. Je t'assure que je suis peiné, je suis sincèrement peiné du fait que on a cette situation que tu qualifies de soubresaut, qui est née de quoi? Qui est née du fait que un grand parti, allié en tout cas de la mouvance présidentielle ayant soutenu le président de la République actuelle, a décidé pour des raisons qui lui sont propres de quitter la mouvance. Une telle désalliance, je ne sais pas si le mot existe, ne peut pas créer d'inquiétude et d'interrogation au sein de l'opinion, surtout que, comme tu l'as dit aujourd'hui, il y va de la responsabilité de la classe politique d'essayer quand même de redorer son blason, parce que je disais à un de vos confrères qu'il y a 20 ans, avec les mêmes acteurs, on a juste permuté les postes. On était dans une situation pareille. Rappelez-vous, en 1995, le président de la République, Maman Ousmane, président de l'Assemblée nationale, Mohamed Issoufou, Premier ministre, Hamma Amadou. Aujourd'hui, on est dans la même situation, à l'exception près, n'est-ce pas? À l'époque, Hamma Amadou était en cohabitation avec le président de la République, et aujourd'hui il est en cohabitation parce que c'est ça, il est à l'opposition et il est président de l'Assemblée nationale. C'est une chose inédite. Vous voyez que, comme on dit au Niger, on est un laboratoire. On est franchement, c'est ça. Moi, je ne pense pas avoir vu ça ailleurs. Mais je pense que ça, je ne pense pas que c'est une très bonne chose pour la classe politique de façon générale, mais surtout pour les gens qui sont à la base de cette situation-là. Moi, je ne suis pas dans les secrets des partis politiques, mais je ne pense pas, au regard même des raisons avancées, vous les journalistes, vous les avez suffisamment commentées, je ne pense pas que ce sont des raisons qui amènent des gens responsables à prendre des décisions aussi graves, qui créent toute une inquiétude au sein d'une opinion nationale, et j'allais dire même internationale. Je pense que notre classe politique a un devoir, c'est de respecter le peuple nigérien, au nom duquel ils font tout ce qu'ils sont en train de faire. N'est-ce pas? Et aussi, au vu de leur passé conflictuel, n'est-ce pas? Et de l'alliance d'aujourd'hui, de désalliance, je pense que pour leur propre image, ils doivent réfléchir avant d'engager un certain nombre de choses. Et c'est quand même ça que les citoyens sont en train d'observer, de critiquer chacun en fonction de son opinion ou bien de son obédience. Mais ce qui est sûr, franchement, ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas du tout une bonne chose, surtout pour des gens que ça fait 20 ans, ils sont les animateurs de la vie publique, et que régulièrement, par leurs fautes, et très souvent pour leur intérêt personnel, ils ont été des acteurs du blocage de ce pays-là. Je ne pense pas que c'est comme ça qu'on doit faire la politique. Et si c'est ça, ce n'est pas un bon métier. Mais il y a des gens qui sont responsables, ils doivent s'assumer, et moi, voilà comment je vois les choses. Prenez de la conférence nationale aujourd'hui, combien d'alliances politiques il y a eu avec les mêmes personnes, juste on permet les rôles. L'AFC, l'AFDS, CFD, FRDD, MDD, CFRD récemment, CFDR, ARN, MRN, ARDR, tu vois, on a juste permis les mots. Non. Et avec les mêmes personnes. Et tout ça relève de la mauvaise gouvernance de nos partis politiques. C'est parce qu'il n'y a pas de démocratie. On ne peut pas quand même un grand parti, des responsables, pas des moindres, qui ont assumé des hautes fonctions de l'État, ils décident à chaque fois de faire quelque chose et de mettre le contraire. Ils n'ont, sans avoir honte,
Et ils ont toujours les arguments pour nous expliquer pourquoi ils ont fait ça. Bon, je pense que au fond, aujourd'hui, tout le monde a compris qui est qui. Hein. Et les gens n'ont qu'à faire attention. Les Nigériens d'aujourd'hui, ce ne sont pas les Nigériens des années 94. Moi, j'ai pensé, franchement, qu'il y a 20 ans de cela, 94, 95, toute cette classe politique, ils ont notre âge. Aujourd'hui, ils ont tous 60, 62 ans, 63 ans. Et ils font les mêmes comportements. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais, aujourd'hui, je pense que nous, en ce qui nous concerne en tout cas, nous avons le devoir de soutenir les institutions de la République, en premier le président de la République, garant de la Constitution, à faire fonctionner de façon démocratique les institutions de l'État et de mettre tout en œuvre, n'est-ce pas, pour sauvegarder nos acquis. Parce qu'aujourd'hui, je suis au regret de le dire, avec cette situation, avec la nouvelle opposition, j'ai entendu des discours, franchement, qui est totalement en désaccord avec la réalité, qui n'est que de la propagande malhonnête. C'est pour cela que nous, on s'est dit, il faut soutenir le président de la République, il faut soutenir toutes les institutions de la République, n'est-ce pas, afin de sauvegarder nos acquis démocratiques.